L'oncle incarné, extrait de Même nous, Lionel Labosse, édition Publibook, 2018. Voir les liens en description. L'oncle incarné. Jean-Pierre ne fut jamais que fils et oncle. Il incarna ce rôle 100 fois mieux que ses rivaux dans les deux branches de ma famille. J'ai plusieurs oncles, mais j'ai un seul tonton. Tonton Jean-Pierre, pour les siècles des siècles. L'oncle né, c'est celui qui se consacre tout entier à sa fonction avinculaire, ontologique et tautologiquement tonton. Le gars toujours jovial qui ne vous ennuie pas avec ses problèmes de couple et d'éducation de moutard boutonneux, puis de petits-enfants remuants. C'est le gars qui vous gâte parce qu'il n'a pas de rejetons, soit qu'il en souffre, soit qu'il en éprouve un complexe d'inutilité, sinon d'incomplétude. L'un des traits constituants de tonton Jean-Pierre, c'est sa façon de remplir les verres de cidre ou de vin, selon l'âge et l'heure de la journée. Ce sont de ces immémoriaux verres à moutarde à parois losangées. Il renverse la bouteille à la verticale, façon Rému dans Marius, de sorte que si vous en vouliez un doigt, vous en avez une paume, avant de pouvoir dire ouf, et dès qu'il s'aperçoit que le verre est à demi vide, il te vous le remplit sournoisement sans prévenir. C'est le parent de substitution qui ne vous demande pas si vous avez fait vos devoirs, vous êtes lavé les mains avant de manger, les dents après, les pieds le soir, le zizi le matin. Il n'a que de bonnes idées parce que s'il en a de mauvaises ou s'il n'en a pas, cela ne figure pas à la une du journal familial. Il n'est jamais malade, parce que quand il le serait, il n'aurait scrupule à exhiber sa face de lune. On ne voit que sa face de soleil, et qui donc se soucierait d'un ou deux cancers d'un simple tonton. Tonton Jean-Pierre ne se maria jamais, fut ouvrier modèle, et surtout fils exemplaire, soutien indéfectible de sa vieille maman. Un fils comme tonton Jean-Pierre est un adjuvant recommandable, sinon suffisant quand on aspire au titre de centenaire. Un jour, je rêvais d'eux. Jean-Pierre faisait du roller. Irma était rajeunie. Je la soutenais devant l'évier de la cuisine. Jean-Pierre, roller, pierre qui roule. Sans doute était-ce une prémonition du rôle que je pourrais avoir dans la succession des générations. N'étant à l'instar de mon oncle Concle, mais éprouvant si peu de vocation pour la fonction avinculaire. Il a placé si haut le pompon que vous n'osez même pas sauter après. Les appellatifs tonton et tata ont de quoi étonner. Mes neveux et nièces, qui pour rien au monde n'appelleraient leurs grands-parents mémère ou pépère, mais papy et mamie, persistent, ces gredins, à me traiter de tonton. Après la mort de Maxime, Irma se trouva seule. Elle n'avait pas 67 ans et n'imaginait pas qu'il lui en restât 37 de rab. Elle avait cessé le métier de garde-barrière au terme des 15 ans suffisants pour toucher à un complément de retraite. Le dernier de ses petits-enfants, moi, avait 7 ans. Nous venions de déménager en banlieue parisienne. C'est-à-dire que nous ne pourrions plus venir si facilement le week-end. Les petits-enfants du côté de ma tante André commençaient à travailler, mais ne l'avaient pas encore métamorphosée en arrière-grand-mère. Cela n'arriverait qu'en 1974, quand naîtrait la première fille de Catherine. Du côté de ma tante Huguette, on vivait depuis toujours en banlieue parisienne, et l'on venait de temps en temps, moins souvent que nous. Comment meubler le temps? Prendre un nouvel époux, on a vu qu'elle n'y songea même pas, et repoussa les prétendants avec un éclat qui devait ôter aux autres l'envie de tenter leur chance. Au début, elle profita du permis de circulation dont elle bénéficiait en tant qu'ancienne employée des chemins de fer et veuve de cheminot, pour faire quelques courts séjours auprès de nous, dont je ne garde guère le souvenir. Ma mère avait repris un emploi et un emploi prenant. On avait trouvé des femmes ou des familles pour nous garder entre la fin de l'école et l'heure du retour au foyer de nos parents. On ne comptait pas sur ma mère pour faire la nounou. Nous passions toujours une partie de l'été à Port-d'Atel, sans trop surcharger la grand-mère qui évitait l'afflux de trop de petits-enfants à la fois. Mais l'hiver est long en haute patate et les travaux des champs s'amenuisent à force de bêcher. Elle s'occupait toujours à la broderie et aux gants de crin, mais même si on dort 8 heures, il y a 16 heures à passer dans une journée. Et quand on ne lit quasiment pas, les secondes, égrenées par la pendule en formica, pèsent autant de gouttes goûtant du robinet rouillé de l'enfer.
C'est à ce moment-là que mon oncle proposa un arrangement. La mère pourrait loger avec lui à Belfort. L'intérêt de chacun s'accorda, et l'on n'eut aucune peine à décider qu'Irma passerait dorénavant la semaine à Belfort, s'occuperait de la cuisine, du linge et du ménage, et qu'en échange, elle pourrait vadrouiller à sa guise aux heures creuses, musarder, lécher les vitrines, faire enfin tout ce qui lui avait été interdit pendant 40 ans par sa vie de paysanne, de mère de famille, puis d'épouse d'ouvrier. Mon oncle n'avait pas toujours eu ce logement indépendant. Après une courte expérience chez un autre employeur, il avait été embauché par Peugeot et rétrogradé au bas de l'échelle, c'est-à-dire au S2, alors qu'il avait un CAP. Cela ne donnait droit qu'à une chambre à partager au foyer de l'usine avec 3 personnes. Il fut rapidement reclassé au P1 puis au P2 et eut droit à sa propre chambre avec douche collective. Mais il se rendit compte avec le temps qu'il n'y avait rien à faire au foyer qu'à grailler ensemble, puis finir la soirée en picolant. Cette promiscuité lui fit peur, et il chercha un logement à Belfort. Il trouva d'abord un studio miteux dans un quartier pas très coté vers la gare, et acheta quelques meubles. Il appréciait la logeuse, une femme qu'il apprit à connaître avec le temps par divers recoupements dus au hasard. Elle avait été l'élève de la cousine de Falvernet avant-guerre et la mère d'un de ses collègues de Sochaux. Elle avait été décorée pour fait de guerre, mais il mit longtemps à découvrir qu'elle avait été une sorte de Mata-Hari, ayant, paraît-il, soutiré des informations à des Allemands avec qui elle était entrée en relation pour le compte de la Résistance. Quoi qu'il en soit, mon oncle finit par dégoter cet appartement plus agréable et mieux situé, où Irma le rejoindrait. Le premier convoi fut épique. Comme on avait mis du temps à se décider, le grand déménagement eut lieu en décembre, par un dimanche infernal, neige et congère au rendez-vous. La voiture était chargée, ras la gueule, de sacs, malles, valises et tout le fourniment, sans compter le panier à chat et la cage à oiseaux qui feraient chaque aller-retour, car il n'était pas question d'abandonner Titi et Rominet. On fut bloqué plusieurs fois sur le trajet, mais on parvint au terme du voyage et chacun, oncle, grand-mère, chat, canari, prit sa place, ronronne et roucoulement au programme de chaque soirée. L'oncle faisait sa semaine comme toujours, mais connut ce surcroît de confort d'être dorloté le soir et de s'assoupir devant la télé en roucoule et ronronnante compagnie. La chatte ne pouvait pas sortir à cause de la proprio, qui ne supportait pas de voir un chat dans l'escalier. Un jour, celle-ci toqua et la chatte profita de l'occasion pour s'exfiltrer. On la chercha partout dans la rue avant de la découvrir dans l'appartement de la proprio, qui avait aussi laissé sa porte ouverte et serait plus prudente à l'avenir. Les tâches domestiques terminées, Irma descendait vadrouiller en ville, lécher les vitrines, admirer les parterres de fleurs, fontaines et statues dans les parcs, longer la savoureuse qui valait bien la superbe. Quand elle en avait assez, à la façon du chat, elle s'infiltrait par une porte ouverte de la cage d'escalier et taillait une bavette avec l'occupante, et mon fils ceci, et ma fille cela, et votre mari, ah, il est mort, etc. Ils sympathisèrent avec les proprios, chat à part, et un autre voisin qui leur rendirent parfois visite à la campagne. Puis la proprio mourut, et ses enfants tournèrent mal. Le mari se mit à boire, souffrit d'artérite et eut les jambes coupées. Jean-Pierre retourna au foyer où il bénéficiait d'un petit studio rien qu'à lui, et s'en fut fini des semaines à Belfort. Il n'obtint jamais le poste tant espéré à l'usine de Vzou et fut soulagé d'être licencié en 1992, 3 ans avant l'âge de la retraite, ce qui lui permit de s'occuper de sa mère. Plus qu'il ne l'était déjà pendant les week-ends à Port-d'Atel, Irma et Jean-Pierre devinrent une manière de couple. Une couple de tourterelles pourvue de manies, d'habitudes, mésententes et compromis. Les lettres de cette période sont riches en observations mi-figue mi-raisin. Irma qualifiait son fils de vieux garçon, comme si elle le découvrait à cet âge. Un jour, il avait acheté un magnétophone pour enregistrer le chant des oiseaux, et cela sembla le comble de la maniaquerie à cette vieille dame qui avait toujours vécu d'air et d'eau. Les oiseaux, ne les avait-on pas dans les bois de Port-d'Atel? La vie en ville était une parenthèse permettant de profiter d'autres aspects de l'existence dont elle se pourléchait depuis sa jeunesse. Elle qui était lasse de campagne et assoiffée de ville. Comment comprendre que son fils fût saturé de ville et aspirât à y respirer le chant des oiseaux qui lui manquait? C'est l'éternelle opposition entre Charles et Irma Bovary.
l'une rêvant de la ville et de ses mirages, l'autre de la campagne et de son calme. Je voulais dire Emma. On rentrait à la campagne tous les week-ends, même l'hiver, pour prendre le bon air et ne pas laisser la maison se dégrader ni tenter les camps volants. Un couple avec 2 enfants, des carabins, avait construit une maison neuve sur le terrain mitoyen côté sud. Côté nord, c'étaient les Rossignols, couple de vieux fous alcooliques, assez peu amènes, dont l'épouse était la fille d'une brave dame qui habitait là depuis des lustres. Le mariage ne leur avait pas réussi et les rapports de voisinage étaient tendus. Ils n'entretenaient pas leur jardin. Dans une lettre de 1976, Irma se plaint des vieux chameaux d'à côté, qui laissaient chiffons et ordures exprès devant la clôture entre les deux terrains. Les carabins rendirent de fiers services et d'ailleurs la grand-mère ne fut pas chien avec leurs enfants. Un garçon et une fille, un peu plus jeunes que moi, qui me rendirent jaloux à mon tour, car c'était comme si ces petits codicilles gâtés par ma grand-mère et qui abusaient de leur proximité territoriale me faisaient perdre mon statut d'ultime petit enfant. J'éprouvais pour eux sans doute le même sentiment mitigé que ma mère avait dû éprouver pour celle dont sans rancune elle avait fait ma marraine. Entre autres services, les carabins veillaient sur la maison et enclenchaient le chauffage le vendredi matin. Au cœur de l'hiver, une journée entière de chauffage n'était pas de trop pour éliminer l'humidité dans cette vaste maison. Un vendredi soir de février, comme ils avaient oublié le chauffage, il faisait -5 dans la baraque. Aidé par ce nouveau voisin dont le métier était précisément maçon, Jean-Pierre travaillait d'arrache-pied à l'isolation de la maison, nécessité dont la crise pétrolière avait fait une priorité. Priorité permise par l'amélioration du niveau de vie. Pose de papier peint et lino fut la tâche la plus simple, avec l'aide de mon père qui s'était exercé dans notre maison. Double vitrage à toutes les fenêtres, puis installation du chauffage au fioul, en complément du chauffage au bois qui ne fut jamais abandonné. Dans les années 77-78, aux hivers particulièrement rigoureux, ce fut le tour de la toiture, gros morceau. On fit ça dans les règles de l'art, laine de verre et agglomérée. Bien qu'elle se plaignît que ces travaux engendrassent trop souvent de l'entrain, la grand-mère était ravie. Le vent ne soufflait plus son haleine glaciale sous les tuiles, comme à la grande époque où l'on gaspillait l'énergie. Ou plutôt on ne la gaspillait pas. On n'avait pas même idée qu'il fût possible de chauffer dans une habitation autre chose que la pièce à vivre, et du moment qu'on avait suffisamment de bouillotte pour ne pas geler dans le lit, cela allait. Revenons en arrière. Une année, lassée des gants de crin, elle reprit la broderie afin d'apprendre la petite Bio. Ce fut le dernier enfant dont elle s'occupa officiellement avec une contrepartie financière. En 1977, le cap des 70 ans passés, elle fit son entrée au club de vieux d'Armance, du troisième âge, où on la regarda comme une petite jeune, sans se douter que la nouvelle battrait une sorte de record local de longévité, traverserait comme une torpille le quatrième, pour passer allègrement le mur du cinquième âge. Cela l'occupa quelques saisons. Elle était ravie d'être prise en charge. Il y eut quelques voyages organisés en autocar. Elle vit Lourdes et le Périgord, Strasbourg et le lac d'Annecy. Ça lui plut tant qu'elle finit par débaucher sa sœur, de sorte qu'elles retrouvèrent l'esprit de leur virée de filles à Flavernay dans les années 20. Dans le début des années 80, les sœurs commencèrent à voir s'éclaircir les rangs de leurs conscrits. Ça se dépeuple, dit-elle un jour au curé. Ça dépend comme on est en tête de liste, répondit-il. Et il ne savait pas si bien dire, car bientôt les deux sœurs furent prises de vertige au sommet de la pyramide des âges. Elles démissionnèrent du club, puis devinrent doyennes de leurs villages respectifs. Quand l'oncle prit sa retraite anticipée en 1992, le compteur d'Irma affichait 86. Il s'installa à demeure au village. Irma lui céda la ci-devant chambre conjugale, devenue trop vaste pour son corps amenuisé, tassé, voûté. Plus proche de la cuisinière et de la salle d'eau, la petite chambre la rassurait. Tout son fourniment tenait dans la petite armoire à glace les photos de sa mère, de ses chats et de son Maxime. La routine s'installa, et la maniaquerie relative de mon oncle n'eut plus à se heurter aux bornes du boulot, mais à la nouvelle mission qui était la sienne. Veiller, au nom de ses 3 sœurs, à la vieillesse heureuse de la mère. La vie se partageait entre la cuisine, le salon où trônait la télé, le jardin où il y avait toujours du boulot à abattre, et quelques flâneries dans les environs, à Flavernay ou à Vesoul. Il y eut des moments difficiles.
Irma s'égarait parfois dans le village et l'oncle culpabilisait. Ou bien il lui arrivait de la rudoyer sans y songer, en présence de tierces personnes. Mais quand on lui proposa d'installer sa mère en maison de retraite pour souffler, il protesta et s'acquitta de cette charge jusqu'à la fin, secondé par les assistantes déléguées par les services sociaux. Quand cela devint trop difficile pour lui, ma mère contacta l'assistante sociale, étudiant la possibilité d'un placement en maison. On vérifia les dispositions testamentaires de mon grand-père qui avait légué sa part de la maison à son fils, l'usufruit étant à la grand-mère, mais n'avait pas posé d'obligation alimentaire pour mon oncle. Il était convenu, et c'est ce qui eut lieu, que l'oncle entretiendrait la maison et qu'en contrepartie elle serait à lui à la mort de sa mère, à condition qu'il s'acquittât de la part inaliénable du prix d'achat originel, destiné à chacune des trois sœurs. C'est ce qu'il avait fait après la mort du père, utilisant au mieux les subventions accordées au titre de l'amélioration de l'habitat pour rafraîchir et moderniser la maison tout en mettant amplement la main à la pâte. La situation étant ainsi clarifiée, l'oncle s'était décidé en son âme et conscience à continuer à soigner sa mère, et la question lui fut posée à intervalles réguliers. La cuisine fut toujours le précaré d'Irma, mais plus ça allait, plus l'oncle avait l'œil. Œil de maniaque, comme dans la plupart des couples, où il est rare que les deux aient la même conception du rangement. Tiens, regarde, me dit-elle dans sa 97e année. Il repasse sans arrêt pour refermer la trappe de la cuisinière. Je laisse un couteau sur la table pour faire la cuisine. Si je tourne le dos, tu peux être sûr qu'il est passé, qu'il a rangé le couteau, le sel, la moutarde, etc. Les couvercles, j'en ai besoin pour faire la cuisine. Il les range dans le grenier au lieu de les laisser dans le buffet. De fait, c'est elle-même qui a organisé depuis toujours les choses comme ça, ou du moins il n'y a jamais eu suffisamment de place dans cette cuisine, pourvue d'un simple buffet, et l'on trouvait pratique de remiser le restant au grenier. Il est maniaque, juge-t-elle. As-tu vu comment il range ses chaussures? Par ordre de grandeur. Ces conneries, ça lui prend du temps. Avec ça, il est gentil. Il m'a acheté 3 paires de chaussons, et si j'ai besoin de quelque chose, il achète tout. C'est le même trait de caractère qui fait à l'oncle ranger les ustensiles qui traînent et acheter, plus souvent qu'il n'en faut, des savates à sa mère. Il veut qu'elle soit à l'aise et n'ait pas à se fatiguer, mais il oublie que la cuisine, c'est sa roue d'écureuil, que cette gymnastique ménagère est nécessaire à son équilibre quotidien. Je ne réponds pas, mais tu ne peux pas savoir dans quel état de nerfs ça me met. Quand je vais bien, je prends la pioche et je m'occupe dans le jardin. C'est parce qu'il a toujours vécu seul, explique-t-elle. Comme la conversation échoue sur un autre vieux garçon, il lâche lard au cochon. Il vit avec sa mère, lui aussi, et il ne s'est jamais marié. C'est une destinée comme une autre. Il met du sucre sur les fraises de ces dernières années. L'oncle a ses idées bien arrêtées, souvent informé par le journal télévisé. Il pose quelques questions sur mon dernier voyage, ayant jeté un œil sur la carte postale qu'il a posée sur le tas sans que sa vue défaillante lui ait permis de déchiffrer les banalités griffonnées au verso. Qu'y a-t-il d'intéressant à voir? Quel est le régime? À peine ai-je pris ma respiration et puisé dans ma mémoire pour entamer une réponse à la première question, qu'il en a déjà ajouté 3 ou 4 autres sur l'économie, les monuments, le régime politique, que sais-je. Comme il entend mal, il ne capte pas mon début de réponse balbutié et poursuit son monologue. Il y a des difficultés là-bas avec les islamistes. Ils n'arrivent pas à s'entendre. J'abandonne ma tentative d'exposer sur ce qu'il y a à voir, qui s'est télescopée avec celle sur les monuments, et je bredouille un mot sur l'état réel de l'islam dans le dit pays, tel que j'ai pu le constater de visu, mais la conclusion reste à mon oncle, qui a suivi sa petite idée. On est quand même bien chez soi. Je ne te le fais pas dire, tonton. Pourtant, l'oncle s'intéresse à des livres, aux sciences occultes par exemple. Rapport à la mère, la communication avec les esprits l'intéresse, et il voudrait bien établir de son vivant une sorte de code pour communiquer après sa mort à l'imitation de ces savants qui avaient demandé à des condamnés à la guillotine de cligner des yeux après l'exécution, s'ils s'entendaient encore quelque instant. Il cessait à deviner les secrets des nombres pour trouver la date de sa mort. Il a du reste toujours aimé les bouquins et en édifie des piles au cordeau sur son bureau, dans le coin de la cuisine et dans ses placards au grenier, rangés non pas par auteur, mais par format. Quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est réglé. Il possède un numéro de la sélection du Reader's Digest. Oui, mais est-ce que tu l'as lu? Je ne peux plus lire, il faudrait faire de la rééducation des yeux.
Il paraît qu'il y a une méthode. Oui, regarde, j'ai un livre à ce sujet. Mais fais-le donc. Pendant ce temps-là, l'herbe ne va pas se faucher toute seule. Tu peux faire ça en lisant ton journal. La théorie, c'est facile, mais la pratique, c'est autre chose. Lancé sur le sujet, l'oncle entreprend une explication passionnée sur la procédure compliquée pour se procurer la collection de livres qui s'accumulent dans le grenier. Depuis qu'il a un ordinateur, il s'en sert aussi bien que le lui permettent ses yeux. Un jour, nous cherchons à l'aider à organiser son bureau. Il a mis des liens directs un peu n'importe où, dans la barre des tâches, 3 vers l'Est républicain par exemple. Je lui configure sa barre de favoris en subsumant ces 3 liens en un seul, la page d'accueil du site, mais paniqué, il me confirme que ces liens distincts pour la rubrique nécrologique de chaque département limitrophe lui sont bien nécessaires, chacun des 3. De l'esprit maniaque de l'oncle, nous n'avions pas besoin de la grand-mère pour nous en apercevoir. J'ai le sommeil léger des citadins. Et la trotteuse d'une pendule constitue la torture adéquate pour m'empêcher de dormir, ou plutôt constituée, car avec l'âge, Louis se fait moins chatouilleuse et trotteuse de trotter en toute quiétude. Donc que ce soit le bruit en lui-même, souvent léger, qui s'absorbe dans le brouhaha de la ville. Ce qui m'empêche de dormir, c'est que je me mets à songer à l'esprit de l'ingénieur qui, fabriquant des horloges modernes de salon, de cuisine, s'ingénie d'une part à y coller une trotteuse, d'autre part à assortir la trotteuse d'un tic-tac suffisamment bruyant pour envahir une oreille d'insomniaque et instiller dans son cerveau de quoi empêcher toute autre activité susceptible d'estomper la conscience de ce tic-tac. Un ingénieur a-t-il jamais réfléchi à l'utilité réelle qu'une pendule de salon marque les secondes pour chronométrer le temps qu'on met à avaler sa soupe en faisant des grands schlurps? On avait d'encombrantes comptoises qui faisaient du bruit à cause du mécanisme inventé par le néerlandais Christian Huygens au XVIIe siècle et fabriqué à grande échelle à Morez, dans le Jura. Les poids qui entraînent l'échappement. Mais quelle mouche pique donc les 3/4 des fabricants d'horloges modernes pour qu'ils éprouvent le besoin d'ajouter ce foutu bruit à un mécanisme électrique qui, grâce au progrès, peut enfin libérer l'humanité entière de ce fléau immémorial que constitue le tic-tac des horloges. Comme si par miracle les moustiques disparaissaient de la surface du monde et que par souci de biodiversité, des écolos en reconstituassent la vrombissante nuisance sous forme d'hologramme sonore. Dans les derniers temps, quand nous passions quelques nuits à Port-d'Atel, je dormais dans un lit pliant installé dans le salon, où bruissaient pas moins de 5 horloges au réveil, dont 3 avec trotteuse, achat ou cadeau exposé par l'oncle à côté de sa collection de modèles réduits de voitures. En installant mon lit, j'ôtais la pile de la pendule fautive et je transhumais le troupeau de réveil dans la cuisine, où ils pourraient brouter tout leur sous la prairie des secondes et bêler à toute heure. Ce n'était pas fait depuis 5 minutes que Tonton, passé prendre un ustensile dans le buffet du salon, avait aussitôt repéré le désordre et les réveils égarés, et la pile avait réintégré leur place. Je n'avais plus qu'à rêver d'une solution finale appliquée aux fabricants de réveils et à attendre que tout fût tranquille dans la maison pour déporter à nouveau les objets fautifs. Mais tu peux être sûr que 5 minutes après mon réveil, ils auraient repris leur place. Comme sa mère, l'oncle avait ses insomnies. Et ces insomnies jumelles se surveillaient comme des serre-livres. Je l'entends qui se réveille la nuit. Je me dis, voilà qu'il fait l'inventaire. Il lui avait fait installer un bip près de son lit pour qu'elle pût appeler au secours et pendant la canicule de 2003, il se réveillait toutes les 2 heures pour la réhydrater. Un jour qu'elle s'était évanouie dans la cuisine, de son propre aveu, elle avait tout lâché sur le lino. Il a nettoyé ma merde, dit-elle sans fausse honte. Il est exigeant, mais il est quand même gentil pour moi. Parfois, il m'aide à me laver. Plus ça allait, plus les périodes abondaient où elle perdait la boule et devenait hargneuse. Un jour, elle se retrouva coincée à l'intérieur des WC, dont elle avait tourné la clé. Elle avait ôté cette clé de la serrure et mise où? Quand il rentra du jardin et se rendit compte de son absence de la cuisine, il toqua à la porte. Tu es là? Comment ça va? Il l'entendait râler, mais elle ne répondait pas. C'est qu'elle avait dû s'épuiser à crier à l'aide. Au moment où il s'apprêtait à forcer la serrure, elle appela. Pourquoi tu restes là? Tu devrais être parti au travail depuis longtemps alors qu'il est. Mais non, tu sais bien, je suis en retraite. Comment te sens-tu? Tu as fini? Je peux utiliser les toilettes? Sors. Je ne retrouve pas la clé. Cherche bien dans toutes tes poches. Elle farfouille, mais au bout d'un moment. Tu as donné mes beaux vêtements à la truie d'en face. Je ne les ai pas retrouvés cette nuit. C'est toi qui les as donnés à la truie. Je ne suis pas encore crevé.
Tu en feras ce que tu veux après, mais je préférerais les voir brûler. Je t'interdis de les donner à cette vieille carne, tu m'entends? Mais non, tu sais bien, tout ce qui est devenu trop grand pour toi, on l'a donné à Patricia. En effet, la grand-mère avait tant perdu en taille et poids que sa garde-robe avait été progressivement changée. Tu me changes mes affaires de place, tu me prends pour une vieille bourrique. Rassuré sur l'état de la grand-mère, l'oncle rafla toutes les clés de porte ou d'armoire de la maison et revint 10 minutes plus tard. Il ne mit pas longtemps à en trouver une qui fit l'affaire, qu'il garda désormais à portée de main. Il récupéra la grand-mère fatiguée et la conduisit à son lit. Elle n'avait rien dormi. Quand la docteur vint, il lui raconta l'incident, et elle modifia son traitement, mais il y eut encore parfois de ces crises. Globalement, Irma était lucide et plutôt reconnaissante. Elle continuait à s'occuper du jardin selon ses possibilités. Ici, je ne fais que d'enlever de l'herbe, mais je l'enlève. Il me fait des choses que je ne peux pas faire. Tiens, il m'a taillé la haie. Je ne peux pas tailler la haie. Elle qui ne lisait jamais grand-chose trouvait de l'agrément à la lecture. Si je pouvais encore lire. De temps en temps, il me fait la lecture du journal. Elle ne voyait pas clair et n'entendait quasiment plus la télé. Bien qu'ils vécussent ensemble depuis la mort du père, c'était toujours ça et à elle qu'il lui taillait, et non leur haie. Elle se félicitait souvent auprès de ses visiteurs de ce qu'il la baladait le soir. Je lui en sais gré, c'était son mot. Elle adorait être véhiculée comme la reine d'Angleterre. Quand je vais en voiture à Vzou, je reste, je fais comme les enfants, je regarde ce qui se passe à travers le pare-brise. Parfois j'entr'ouvre la portière, je fais quelques pas. Des gosses du pays passent me dire bonjour toutes les semaines. Les enfants m'ont toujours recherché. Depuis ses 100 ans et l'article de l'Est républicain, elle est devenue une star locale. Et quand il lui arrive de pousser le chariot à la supérette de Flavernay, on la reconnaît, des inconnus la saluent. On s'étonne et se félicite de sa grande forme. Elle se sent flattée, et tel un pape en sédia rend son salut à tout un chacun. Tandis que l'oncle remplit le chariot qui fait office de déambulateur. Dans une petite ville comme Vzou, une personne très âgée peut encore aller à pied sans risquer d'être renversée à tout moment par quelques fouilles, rollers, cyclistes urbains ou livreurs de pizza prenant le trottoir pour une piste de vitesse. Avec ce manque flagrant d'urbanité qui caractérise la vie en ville, je ne comprends pas qu'il puisse survivre tant de centenaires dans les grandes villes. On ne demande pas leur âge aux gens, mais on voit rarement de ces grands vieillards dans les rues de mon quartier. Comment survivrait-il une seule journée à notre comportement de plouc urbain? Les centenaires franciliens doivent demeurer reclus dans leurs appartements, ou bien en maison de retraite, ou dans quelques quartiers plus tranquilles, sortir une fois la journée, aux heures creuses, en choisissant un itinéraire fixe, dépourvu de risques, rue bien éclairée, avenue au trottoir large entre chez soi et un square, puis du square à chez soi.